Donc, bonsoir à tous. Je suis Nadira Gallois. Je suis chercheuse en neurosciences cognitives et en sciences de l'éducation. Je travaille sur différentes choses. Il y a une partie sur laquelle je travaille qui correspond à ma première thèse. Je travaille sur le développement des compétences cognitives, plus exactement sur comment le cerveau apprend et mémorise afin d'automatiser les apprentissages. Donc, j'ai travaillé sur l'automatisation de la lecture, du calcul mental, sur la mémoire également, notamment la mémoire de travail. Et dans cette première thèse, j'ai particulièrement travaillé sur le cervelet. Et le cervelet est l'organe cérébral qui nous permet d'automatiser les apprentissages. Et notamment le droit à l'erreur. Donc, c'est toute cette connaissance du cervelet qui va nous permettre de répondre à ça. C'est cette partie-là que je vais aborder aujourd'hui. Et deuxième partie de mon travail, donc qui correspond à la deuxième thèse, je travaille sur le développement des compétences sociales, émotionnelles et civiques, et plus particulièrement sur le développement des soft skills, comme la créativité, l'esprit critique, la résolution de problèmes, etc. Et dans cette partie-là, je travaille avec l'éducation nationale sur les aspects motivation, engagement, persévérance, etc. Voilà. Donc, je vais commencer la première partie, ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, sur le droit à l'erreur. Tout d'abord, j'aimerais vous parler des 4 piliers de l'apprentissage. Mais avant d'aborder les 4 piliers de l'apprentissage, je vais vous faire languir un petit peu. Je vais d'abord vous parler de l'apprentissage et de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Et en quoi, comment on peut faire une distinction entre apprentissage et mémoire? Parce que souvent, on a tendance à confondre les deux. Donc, à votre avis, c'est quoi le lien entre mémoire et apprentissage? Quelle serait la mémoire et qu'est-ce que serait l'apprentissage? Ah ah. C'est Mélanie. J'adore étaler ma science, oui. En même temps, un petit peu. Euh, donc tu disais quoi? Donc le challenge c'est entre mémoire et apprentissage. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que serait la mémoire? Donc la mémoire, c'est le stockage et l'apprentissage et le process. Très bien. Ouais, bravo, Marie. En fait, l'apprentissage, c'est le processus qui va modifier un comportement ultérieur. Tandis que la mémoire, c'est notre capacité à nous rappeler des expériences passées. Un exemple, quand par exemple, on apprend une nouvelle langue. On va l'apprendre en l'étudiant, mais pour la parler ensuite, on va la parler grâce à notre mémoire qui va aller puiser dans le stock des mots appris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, un souvenir ne va pas être stocké tel quel. Il va être partagé en différents éléments. Les aires, selon la modalité du souvenir, est-ce qu'il y a de l'audition, est-ce qu'il y a du visuel, etc. Quand le souvenir arrive dans le cerveau, il va être décomposé et chaque région cérébrale va recevoir le contenu qui lui est approprié. Si bien que quand on veut restituer un souvenir, il faut que chaque région cérébrale donne ce qu'elle a enregistré. Donc, ce qui fait que nos souvenirs sont continuellement une reconstruction. C'est pour ça que la mémoire n'est pas toujours fidèle à ce qu'elle doit être. Et c'est un processus continuel de recatégorisation, en fait. Et surtout, on va le voir après, les émotions viennent mettre le bazar là-dedans. Et une notion qui est très importante également dans l'apprentissage, c'est la plasticité des réseaux de neurones. C'est que tout nouvel apprentissage va entraîner la modification des circuits nerveux.
Et après un apprentissage, il ne va pas forcément y avoir une augmentation du nombre de neurones, bien que les études montrent qu'on peut avoir de nouveaux neurones, notamment dans la région spécifique du cerveau qui sert de bibliothécaire à la mémoire. C'est lui qui va ranger les souvenirs dans l'hippocampe cérébral. Mais en fait, après un apprentissage, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une augmentation de l'efficacité synaptique. Les synapses entre eux, qui permettent à l'influx nerveux de circuler, vont améliorer leur communication. En fait, il va y avoir une capacité à capter les neurotransmetteurs beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui va faciliter donc le passage de l'influx nerveux. La communication entre les neurones va s'améliorer. Et l'intelligence, en fait, serait liée à la capacité de communication d'un certain type de neurones dans le cerveau qui sont les astrocytes, qui font partie de cellules de soutien du cerveau. Albert Einstein, par exemple, avait plus de cellules astrocytaires que la plupart des gens. C'est pas qu'il avait plus de neurones, mais il a ce type-là particulier. Et ce qui est important également dans l'apprentissage, c'est la répétition. Plus un réseau de neurones est sollicité par un long apprentissage et des répétitions, plus on va avoir un influx nerveux qui va circuler plus vite. Et plus l'apprentissage deviendra meilleur et la mémorisation plus solide. Donc, tous les souvenirs qu'on a et tous les savoir-faire, savoir-être, savoir, etc., correspondent dans notre cerveau à l'activité particulière d'un certain réseau de neurones ayant des connexions renforcées entre eux. Ce qui signifie que quand on fait un apprentissage, quand on sollicite un certain circuit de neurones, plus on va le ressolliciter, donc, ce qui se traduit par une activation en même temps, c'est-à-dire ils produisent tous des potentiels d'action en même temps, plus ce circuit-là va se spécialiser dans cet apprentissage en particulier. Et quand on répète encore et encore un apprentissage, en fait, la connexion entre dans ce chemin-là va devenir plus facile. Et du coup, on passe d'une petite route pour faire circuler l'information à une autoroute. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, le secret d'un bon apprentissage, c'est la répétition. Voilà. Et maintenant, si je vous donne juste quelques éléments concernant les types de mémoire, avant d'attaquer les piliers de l'apprentissage. Qu'est-ce qui fait qu'un apprentissage va être maximisé et modulé? On va pouvoir faire en sorte que l'élève garde les informations si on a besoin pour une semaine, si on a besoin pour un mois, si on a besoin pour toute la vie. Comment on peut faire ça? Donc, je vous donnerai les clés pour pouvoir faire ça. Mais avant, pour qu'on puisse se comprendre, juste vous dire qu'on a différentes façons d'étudier la mémoire. Et chaque façon d'étudier la mémoire va nous donner des catégories de mémoire différentes. Je m'explique. Si par exemple, on se focalise sur combien de temps on garde une information dans la mémoire. Là, à ce moment-là, ça va nous donner 3 différenciations possibles de la mémoire. Donc, on a 3 types de mémoire selon combien de temps on va garder le souvenir. On a la mémoire sensorielle, qui est une mémoire extrêmement courte. Elle est si courte, en fait, qu'elle fait partie de la perception. Ensuite, on a la mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, il y a certains chercheurs, notamment Alan Baddeley et Hitch, qui se sont aperçus en fait que c'est une mémoire qui fait plus que garder des informations sur un court terme de temps. C'est une mémoire qui nous permet en fait de garder les éléments en tête pour pouvoir faire des opérations mentales. Ils l'ont appelé la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, en fait,
elle ne peut pas, on ne peut pas augmenter le nombre d'éléments qu'on peut garder en tête. C'est déterminé, c'est individuel. On appelle ça l'empamnésique. En neuropsychologie, quand vous allez voir un neuropsychologue, il va essayer d'investiguer votre capacité à garder les éléments en mémoire à court terme. Donc l'empamnésique. Il va vous demander de répéter des chiffres après lui et votre empamnésique va être la capacité maximale des chiffres que vous pourriez retenir en mémoire. Et cette capacité, chez quelqu'un qui n'a pas de problème de mémoire, est située entre 7 plus moins 2 éléments, c'est-à-dire entre 5 et 9 éléments. Et cette mémoire de travail est extrêmement importante parce que c'est celle qui va être déterminante de vos compétences au quotidien, et notamment des compétences scolaires. Donc, comme on ne peut pas augmenter le nombre d'éléments qu'on garde en mémoire, si vous gardez 5, ce sera 5, il faut connaître les stratégies pour augmenter son efficacité, c'est-à-dire le nombre de minutes de temps qu'elle peut garder l'information en tête afin de pouvoir faire l'opération dont vous avez besoin ou passer l'information en mémoire à long terme. Donc, si je vais vous donner les deux stratégies pour garder les informations le plus longtemps possible, de telle sorte à les passer en mémoire à long terme, vous avez la boucle phonologique ou le calepin visio-spatial. La boucle phonologique, c'est la répétition, c'est rafraîchir l'information que vous avez en tête. Plus vous allez vous la répéter, plus votre cerveau reçoit comme information, cette information est importante pour moi, il faut que je la garde le plus longtemps possible. Donc, vous augmentez la chance à ce que l'information passe en mémoire à long terme. Ensuite, deuxième stratégie, c'est le calepin visio-spatial. C'est visualiser mentalement ce que vous voulez garder en tête. Que ce soit un mot, que ce soit une opération mentale, etc., une opération de calcul, essayez de l'imaginer en tête. Et à ce moment-là, votre cerveau reçoit encore une fois l'information, c'est important, il faut que je le garde pour le long terme. Vous avez ensuite la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, elle, peut emmagasiner tous les événements significatifs sur une durée de temps qui peut être illimitée. Également, elle a une capacité illimitée de stockage, contrairement à la mémoire de travail. Par contre, c'est une mémoire qui n'est pas infaillible, puisqu'elle peut déformer les faits ou les choses que vous avez apprises, notamment sous l'effet de l'émotion. Parce que le circuit de la mémorisation se trouve à l'intérieur du circuit émotionnel. C'est pour ça que les émotions jouent un rôle extrêmement important dans la mémorisation, aussi bien en positif qu'en négatif. Dans la mémoire à long terme, vous avez également deux types de mémoire. Vous avez la mémoire implicite, c'est-à-dire les choses que vous pouvez dire, vous pouvez expliquer comment vous faites, comment vous avez appris ces choses-là. Ensuite, vous avez la mémoire implicite, qui est une mémoire où vous n'avez pas conscience comment vous savez faire telle ou telle chose. Vous savez juste la faire. Vous avez la mémoire procédurale dedans, comme par exemple savoir conduire une voiture, savoir faire du vélo, etc. Voilà. Vous avez la mémoire sémantique, qui est la mémoire des faits et des concepts. Par exemple, vous savez que Paris est la capitale de la France. C'est une mémoire qui est, comment dirais-je, reflétée par le quotient intellectuel. C'est pour ça que le quotient intellectuel, les tests qu'on fait passer, sont très critiquables à cause de ça. Parce que ils investiguent votre mémoire sémantique et la mémoire sémantique est fortement liée à votre cursus académique. Vous avez ensuite un autre type de mémoire dans la mémoire à long terme, qui est la mémoire épisodique. Et cette mémoire épisodique, elle est très importante quand vous êtes enseignant pour les élèves, parce que vous avez deux types de personnes. Vous avez des personnes qu'on appelle dépendantes du champ,
et des personnes qui vont être indépendantes du chant. Je m'explique. Les personnes qui sont dépendantes du chant vont prendre les éléments qui sont autour pour pouvoir mémoriser l'information importante. C'est-à-dire, un élève dépendant du chant, quand il doit réviser quelque chose, il révise effectivement ce qu'il doit réviser, mais 40% de sa capacité de mémorisation va être dédiée à mémoriser tout ce qui est autour de lui, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans sa chambre, les choses sur son bureau, etc. Si bien que lorsqu'il doit changer d'endroit où il va restituer l'information, il sera perturbé. C'est pour ça que vous avez des élèves qui vont vous dire j'ai bien travaillé, j'ai vraiment révisé. Et le jour J, ils n'y arrivent pas. Ils font l'expérience du trou noir. C'est simplement dû à cette mémoire épisodique qui mémorise l'information, mais aussi ce qui se passe autour. Vous avez une façon assez simple pour nous adultes de voir qui est dépendant ou indépendant du champ. C'est les personnes qui conduisent leur voiture de la même façon le jour ou la nuit. Les dépendants du champ vont être perturbés. Ils ne vont pas pouvoir, par exemple, conduire la nuit. Voilà. Pour le circuit de la mémorisation, juste vous donner aussi quelques éléments. Donc, vous avez deux choses qui sont très importantes, deux structures. Vous avez l'hippocampe. Il y en a deux, un dans chaque hémisphère cérébral, et vous avez l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est une petite structure qui met le bazar dans votre cerveau. En fait, c'est elle qui donne la coloration émotionnelle aux événements que vous allez mémoriser. Soit elle va les catégoriser comme positifs, soit comme négatifs. Et elle a la capacité de booster le travail de l'hippocampe. Quand une information est chargée fortement émotionnellement, elle booste l'hippocampe, si bien que l'information peut passer une seule fois dans le circuit de la mémorisation et être envoyée directement en mémoire à long terme. Alors qu'habituellement, quand une information n'est pas très chargée émotionnellement, il faut la passer plusieurs fois dans ce circuit de la mémorisation. Donc c'est l'hippocampe qui fait ça pour pouvoir l'envoyer en mémoire à long terme. Donc l'amygdale est capable, grâce à la coloration et à la charge émotionnelle qu'elle met, elle peut moduler vraiment le travail de la mémoire. Et aussi, ce qu'elle a comme compétence, cette amygdale cérébrale, c'est qu'elle peut déconnecter le cortex de la communication avec le cortex. Imaginez par exemple un élève qui est fortement stressé lors d'un examen. Il ne pourra pas récupérer les informations qu'il a en tête. Pourquoi? Parce que l'amygdale cérébrale, via toute une chaîne de production de neurohormones, elle communique avec le tronc cérébral qui lui communique avec les reins. Les reins vont produire du cortisol et de la noradrénaline. Et à ce moment-là, le cortisol et la noradrénaline vont couper la communication avec le cortex cérébral. Donc l'élève ne pourra pas récupérer les informations qu'il a stockées dans cette région cérébrale. Vous n'aurez que l'expression physiologique de l'émotion, c'est-à-dire les mains moites, envie de vomir, dilatation des pupilles, etc. Et il faut savoir qu'il faut 4 à 5 heures pour que le corps retrouve une concentration normale en cortisol et noradrénaline derrière. Donc un élève qui a fait l'expérience de ce trou noir, après ça, vous ne pouvez pas récupérer grand-chose derrière de lui. Donc, il faut attendre le lendemain. C'est pour ça qu'il existe plusieurs techniques pour désamorcer tout ça. Une des techniques, c'est en fait commencer par des expériences positives, par des choses qui ne stressent pas le cerveau. Que l'élève lise la copie ou qu'il instaure des rituels, on pourra en discuter. Tout ça, ce sont des choses qui vont calmer le cerveau et donc empêcher la sécrétion de cortisol et de noradrénaline. Pour les dépendants du chant, je vous donne la clé.
les élèves qui n'ont pas les mêmes performances chez eux et en classe, en salle d'examen, il faut qu'ils changent de lieu de mémorisation, lieu d'apprentissage. Il ne faut pas qu'ils mémorisent dans un seul endroit. Il faut qu'ils travaillent dans leur chambre, qu'ils travaillent dans le salon, qu'ils travaillent un peu partout. Plus on va multiplier les endroits où on va apprendre, plus on va court-circuiter cette dépendance du champ, cette mémoire épisodique. Voilà. Maintenant, si j'attaque les piliers de l'apprentissage, je reviens sur ma page pour voir. Pour avertir Nadia. Si on est dépendant du champ, c'est une sorte de handicap. Non, c'est pas un handicap, mais non, faut pas dire ça. Et il faut juste savoir comment ça fonctionne. C'est des gens qui sont très stables, ces gens-là. C'est aussi lié à des personnes qui peut-être connaissent plus ce terme-là, le locus de contrôle interne et locus de contrôle externe. Les dépendants du champ vont avoir un locus de contrôle interne, non plutôt externe. C'est-à-dire, quand ils ratent par exemple un examen, ils vont trouver des justificatifs, des justifications extérieures. Parce que sinon, ça atteint leur estime d'eux-mêmes. Ils vont dire oui, c'était le cours qui n'était pas très clair, machin. Et les indépendants du champ, eux, vont plutôt trouver des justifications internes. Ils vont dire c'est moi en fait qui n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas mis euh, toutes les conditions nécessaires pour apprendre. Voilà, donc vous avez la même chose aussi dans le monde du travail, dans le locus de contrôle. Concernant les piliers de l'apprentissage, hein, sur comment le cerveau de l'élève apprend, il existe 4 facteurs qui vont moduler donc la vitesse et faciliter l'apprentissage. Vous avez l'attention. Il faut que l'élève se concentre sur le bon objet et ne se laisse pas distraire par des éléments perturbateurs. Donc, tout le travail sur l'attention, savoir comment capter l'attention, quel type d'attention de quel type d'attention l'élève aura besoin pour tel contenu, etc., est quelque chose d'essentiel. Le deuxième facteur, c'est l'engagement actif. Je vais revenir sur chacun des facteurs, vous les expliquer. L'engagement actif. Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un si la personne ne s'évalue pas et n'a pas une bonne métacognition, c'est-à-dire ne sait pas comment elle fonctionne. Ce sont les 2 clés qui permettent d'avoir l'engagement participatif de la personne. Vous avez quelque chose ensuite, le 3e pilier, c'est le retour d'information, c'est-à-dire le droit à l'erreur. Les signaux d'erreur qu'on reçoit soit du monde extérieur, de l'enseignant par exemple, mais aussi par la récompense et la motivation lorsque le but a été atteint avec succès sont extrêmement importants. C'est là où vous allez avoir 2 choses importantes à connaître, c'est comment le cerveau réagit face à des situations d'évitement ou des situations de récompense. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça. Et enfin, le dernier facteur, c'est la consolidation. Là, il y a un élément primordial qui est l'automatisation des apprentissages et l'importance du sommeil, qui vont permettre à l'élève de s'engager dans de nouveaux apprentissages ou se concentrer sur d'autres traitements qui vont être beaucoup plus coûteux pour le cerveau. Voilà, donc concernant le premier facteur qui module la vitesse et la facilité des apprentissages, l'attention. L'attention, c'est le mécanisme qui nous sert à sélectionner une information et à moduler le traitement de cette information. Donc vous avez différentes informations qui vous viennent de l'environnement. L'attention va être ce petit faisceau de lumière que vous allez déplacer vers telle ou telle source d'information. Et on compte au moins 3 systèmes d'information, selon Michael Posner. Je sais son nom, c'est un chercheur chinois
mais son nom ne fait pas du tout chinois. Mais je vous assure qu'il est chinois. Et si vous voulez quelqu'un vraiment solide concernant l'étude de l'attention, maintenant il commence à s'intéresser aussi à la méditation de pleine conscience. Vous pouvez regarder sans aucun problème les travaux de Michael Posner, qui sont extrêmement solides d'un point de vue scientifique. Donc lui définit 3 types de réseaux de l'attention. Vous avez le réseau de l'alerte, qui est le système de quand faire attention. Imaginez, vous avez tout un tas d'éléments qui vous viennent de l'extérieur. Puis, à un moment donné, vous avez par exemple un cri, vous avez quelque chose qui sort de l'ordinaire et ça va orienter toutes les ressources de votre cerveau. Il va s'arrêter de faire tout ce qu'il était en train de faire et orienter toutes ces ressources pour capter ce qui vient de cette situation anormale. C'est quand, dans une salle de classe, c'est quand vous avez un brouhaha, par exemple, et puis d'un coup, vous avez l'enseignant qui tape du poing sur la table ou qui élève la voix. Là, vous activez un réseau, donc le réseau de l'alerte, qui met le cerveau dans une situation pédagogique. Il arrête tout ce qu'il était en train de faire et oriente toutes ses ressources. Vous obtenez à ce moment-là les meilleures compétences d'apprentissage du cerveau. Le deuxième réseau, c'est le réseau d'orientation, qui peut être soit endogène, soit exogène. C'est le système de à quoi faire attention. Il nous permet de prendre une information donnée et d'orienter notre attention, soit spatialement avec nos yeux, soit auditive ou une personne, votre prénom. Là, à ce moment-là, automatiquement, vous avez votre oreille et vous entendez une des personnes dire dans la conversation avec une autre personne votre prénom. Là, à ce moment-là, automatiquement, vous avez votre oreille qui va partir pour essayer de capter cette information-là. Là, vous utilisez quelque chose qui n'est pas très bon pour le cerveau, qui est l'attention partagée. Cette attention partagée, vous avez que 40% à peu près des compétences du cerveau en termes d'apprentissage, de mémorisation qui vont être utilisées. C'est ce qu'utilise l'élève, par exemple, quand il discute avec un de ses copains tout en écoutant l'enseignant. Vous n'avez que 40% de ces capacités d'apprentissage qui vont être orientées vers ce que vous lui racontez. Ensuite, vous avez le dernier réseau de l'attention qui est extrêmement important, qui est le contrôle exécutif. Ce réseau est un réseau qui va vous permettre de contrôler l'ensemble de la chaîne des étapes de traitement des informations. C'est-à-dire, il va vous permettre de planifier, il va vous permettre de changer de stratégie au cas où vous voyez que la stratégie ne fonctionne pas. En fait, il permet ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Et cette flexibilité mentale est fortement dépendante de votre état de fatigue, de votre état de est-ce que j'ai bien dormi, etc. Parce qu'il dépend d'une neurohormone qui est la sérotonine, qui est la neurohormone de l'éveil et de l'équilibre affectif, l'équilibre je suis bien, disponible, éveillé, etc. pour apprendre. Donc vous voyez bien, pour ce réseau-là, je pointe assez vite les effets délétères des écrans et notamment la dette de sommeil. Les élèves qui restent connectés à leur téléphone et retardent ne serait-ce que d'une demi-heure l'heure du coucher, ils retardent la sécrétion de sérotonine qui va leur permettre l'éveil. Parce que dans la journée, pour être éveillé, on va consommer de la sérotonine. Et pendant qu'on consomme de la sérotonine, on va fabriquer la mélatonine qui va nous permettre la nuit l'endormissement. Donc si vous décalez d'une demi-heure votre coucher, vous allez rater le train du sommeil qui dure 90 minutes. Et dans ces cas-là, vous comprenez bien que vous cassez la boucle de sécrétion de sérotonine, mélatonine. Du coup, pour prendre déjà des petites questions.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà peut-être à poser à Nadira sur des choses? Pourrait-on avoir accès à ta Du thèse? coup, tu peux aussi D'accord. Oui, Non, 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 c'était juste, voilà, c'était juste comme ça s'il y a des gens où il y a des premières réactions, mais pour l'instant, ça va. Bon, bah, d'accord. super. Bah, on peut continuer du coup. Ah, si, Ensuite, cherche. Marianne, elle demandait le bazar des émotions. Bah, bon courage Isabelle pour les 30 copies. Ouais. Ok. Processus d'apprentissage de la lecture Bah, m'intéresse. Ok. D'accord, j'y viens de toute façon, hein. du coup, enfin, Ouais. Du coup, je. parce que c'est vrai, enfin, après, c'est pas que je veux être, Ouais. excuse-moi, c'est parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est super riche et intéressant, mais je pense que du coup, on pourra aussi le faire, enfin, on pourra développer d'autres choses une autre fois aussi, peut-être. Là, on peut continuer un petit peu ça, Oui. si tu Je veux. fais juste les 4 facteurs rapidement et surtout le troisième facteur qui est le retour d'information. En quoi c'est. Il faut comprendre pourquoi c'est essentiel de guider l'élève, au contraire, dans le processus de j'ai fait une erreur, j'essaye de comprendre. Euh, je vais vous expliquer pourquoi c'est essentiel pour le cerveau, en fait, et que c'est vraiment le cœur de l'apprentissage. Une autre notion qui est essentielle à connaître quand vous faites une séquence pédagogique et quand vous gérez une classe avec différents individus, qui ne sont pas toujours très coopératifs et qui ont plein de choses en tête, notamment discuter, jouer, etc. Il faut savoir que l'attention exécutive, hein, donc ce réseau qui va vous permettre de planifier, de changer de stratégie, etc., agit comme un goulot d'étranglement central. C'est-à-dire que lorsque le cerveau est engagé, ça se passe au niveau du lobe préfrontal, à l'avant de votre cerveau. Essayez d'imaginer la petite machine. Donc, lorsque le réseau d'attention exécutive est engagé dans le traitement d'une information, par exemple, votre camarade qui vous raconte quelque chose, vous ne pouvez pas écouter ce que vous dit votre enseignant parce que tant que l'information n'a pas été traitée par le centre d'attention exécutive, tant qu'il n'a pas obtenu la réponse à ce qu'il est en train de traiter, il ne peut pas traiter l'information, la deuxième information, donc la cible 2 sur mon dessin. Du coup, votre élève, quand il écoute son camarade, il ne peut pas écouter en même temps l'enseignant. Et le cerveau, ce qu'il fait, vu qu'en mémoire de travail, le temps où vous allez garder l'information, si vous n'utilisez pas la boucle phonologique ou le calepin visio-spatial pour rafraîchir l'information, le cerveau va devenir complètement aveugle à cette information-là. Il va complètement l'effacer. C'est pas comme un ordinateur où ça va être gardé quelque part. Le cerveau, lui, ne garde rien. Il va décider, c'est pas important pour moi, donc je ne garde pas. C'est pour ça que les situations de double tâche, il faut y faire extrêmement attention parce que le cerveau, tant qu'il n'a pas automatisé les informations, ses ressources sont limitées. Et du coup, il ne peut pas traiter deux tâches qui lui demandent de l'énergie attentionnelle en parallèle. C'est impossible pour lui. Voilà. D'autant plus si elles sont de même nature. Donc, si vous avez des extrêmement difficiles pour le cerveau, et à coup sûr, il va oublier. Vous avez plein de petites vidéos comme ça sur Internet, notamment celle du gorille qui danse devant l'ascenseur. À côté de personnes qui se passent un ballon et vous demandez aux spectateurs de compter le nombre de passes. Et la plupart des gens ne voient pas le gorille passer alors qu'il est là en train de danser, etc. Le deuxième facteur qui va améliorer l'apprentissage, c'est l'engagement actif. Là, en fait, tout simplement, c'est que l'élève doit être actif et tester ses connaissances. L'une des clés de l'apprentissage, c'est pas ce qu'ignorent la plupart des enseignants et des élèves, c'est pas réviser.
quand vous dites à un élève qu'est-ce qui va te permettre d'obtenir une note qui déchire, il va répondre oui, il faut que je révise, il faut que j'apprenne par cœur. Mais en fait, l'apprentissage par cœur n'est pas un apprentissage. Il ne modifie absolument pas les réseaux de neurones dans le cerveau. Ce qui va modifier les réseaux de neurones, c'est le fait de tester ses connaissances. Et une des clés, c'est il faut que le nombre de révision, c'est-à-dire où l'élève lit son cours, soit égal au nombre de tests qu'il va faire. Et l'idée, en fait, c'est l'apprentissage séquencé. C'est qu'il doit séquencer son apprentissage en petite quantité et réviser en petite quantité, et ensuite se tester juste derrière. Il peut se tester lui-même ou l'enseignant peut le guider avec des petits tests. Alors, donc, je ne vais pas vous expliquer les expériences qui ont été faites, mais si vous avez envie d'étudier ça, vous pouvez regarder tous les travaux de Roy Digger. Roy Digger est quelqu'un qui est très très sérieux dans l'étude de la mémoire. Il y a consacré toute sa vie, et notamment appliqué à l'éducation. Voilà. Donc pour mieux apprendre, faut-il réviser ou se tester? Eh ben, c'est se tester. Et ce que dit Roy Digger, il faut rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui va obliger l'élève à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, ce qui va amener souvent à une meilleure rétention. En fait, vous retombez sur ce que connaissent beaucoup d'enseignants, c'est la zone proximale de développement. Lorsque vous connaissez cette zone proximale de développement, vous pouvez créer les conditions d'apprentissage un peu difficiles pour l'élève, mais pas non plus trop difficiles, sinon le cerveau va abandonner. Il ne faut pas que ce soit facile non plus, parce que sinon le cerveau s'ennuie. Et deux ingrédients pour créer cet engagement actif, hein, c'est la curiosité ou introduire de la nouveauté. La curiosité, c'est le décalage entre ce qu'on connaît et ce qu'on aimerait connaître. Et le cerveau va tenter de réduire ce décalage en cherchant activement l'information qui va vous permettre d'apprendre. En fait, il est extrêmement créatif, votre cerveau, notamment pour trouver des solutions, etc., lorsqu'il est curieux. Et on agit avec curiosité quand on cherche les situations dans lesquelles on peut apprendre le plus possible. C'est pour ça que les situations banales ou bien connues, ou encore l'autre versant, qui sont trop difficiles, ne vont pas créer la curiosité. Le cerveau va abandonner dans l'une ou l'autre des situations. Il va explorer dans les situations où il est capable de prédire et a des possibilités d'augmenter son apprentissage. Je vais revenir sur cette notion de prédiction, qui est extrêmement importante et reliée à l'erreur, l'acceptation de l'erreur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, en fait, quand il est face à une situation où vous titillez sa curiosité? C'est que tout simplement, vous allez avoir une décharge de dopamine. Et le cerveau adore la dopamine. Pourquoi? Parce que c'est la neurohormone du circuit du plaisir. Quand il décharge de la dopamine, le cerveau va devenir addict à cette dopamine. Et donc, du coup, vous allez créer le cerveau va complètement, comment dirais-je, il va vouloir s'engager dans cet apprentissage-là parce qu'il voudra sa dose de dopamine. Comment maximiser la curiosité dans l'apprentissage? Assez rapidement. En fait, l'apprentissage, il faut avoir, pour créer cette curiosité, il devrait être facilité lorsque l'élève est engagé, actif et attentif, que sa curiosité est piquée par des situations pédagogiques stimulantes et on lui donne un retour immédiat sur ses erreurs afin qu'il puisse augmenter sa métacognition. Donc, vous comprenez bien que lorsque vous donnez des notes aux élèves avec décalage d'une semaine, voire 2 semaines, voire plus,
bah, vous ne stimulez absolument pas sa curiosité et son envie d'apprendre. On pourra y revenir dessus. Comment faire répéter les tests que l'on propose. Alors, tout ça, on va en discuter après. Et la curiosité suit une courbe en U inversée. L'enfant ou l'élève peut décrocher si on lui propose des situations pédagogiques trop faciles ou trop difficiles. Pour ça aussi, pour savoir où est-ce que l'élève se situe dans son apprentissage, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle la taxonomie de Bloom. B-L-O-O-M. La nouveauté est l'autre ingrédient également qui attire et augmente l'apprentissage. Le cerveau humain est un organe qui réagit à la quantité d'informations nouvelles qu'il va apprendre. Il y a une décharge également de dopamine lorsqu'on est face à une information nouvelle qu'on est capable d'apprendre, donc pour laquelle notre cerveau peut générer des prédictions. Juste, voilà. Donc, ce qui nous ramène au troisième facteur de l'apprentissage, le retour d'information, ou encore le feedback. Ce qu'il convient de dire, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage si l'élève ne fait pas d'erreur. L'erreur est essentielle pour l'apprentissage. Et se tester, c'est aussi avoir un retour d'information. Donc, nous commençons à comprendre que le cerveau, et plus particulièrement le cervelet, depuis une vingtaine d'années en fait, on commence à comprendre ça, que le cervelet va se servir d'un logarithme prédictif avec retour d'information sous forme d'une erreur de prédiction. Ce qui signifie que quand, par exemple, vous voulez faire une action, imaginons tendre la main pour prendre un verre d'eau. Le cerveau va se baser sur des situations qu'il connaît déjà auparavant. Des situations où vous avez déjà tendu la main pour prendre quelque chose de similaire, s'il n'a jamais fait cette action-là. Il se base sur ce qu'on appelle des modèles internes, un peu comme des notices de fonctionnement. Et dans ces notices de fonctionnement, vous avez absolument tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir l'action. C'est-à-dire, ça va du débit sanguin qu'il faut mettre dans les veines à la force musculaire qu'il faut mettre dans la main pour pouvoir se saisir de l'objet. Et une fois qu'il a sélectionné ce modèle interne, il va le présenter au lobe préfrontal. Vous vous souvenez, cette région cérébrale qui consomme beaucoup de ressources attentionnelles. Et cette région cérébrale va accepter ou pas d'utiliser ce modèle interne. Si elle accepte de l'utiliser, vous allez avoir un décalage entre le moment où le cervelet a sélectionné le modèle interne et le moment où vous passez à l'action. Est-ce que tout le monde me suit concernant ça? Donc, une fois que vous avez le modèle interne est sélectionné par le lobe préfrontal, vous allez donc avoir le passage à l'action. Et une fois que l'action a été réalisée, il va y avoir un retour d'information au niveau du cerveau, plus exactement au niveau du cervelet, pour lui dire si l'action a été correctement ou pas réalisée. Si elle a été correctement réalisée, il va y avoir un renforcement de ce modèle interne. Il va le ranger, l'automatiser et dire OK, là je sais. Par contre, lorsque l'action n'a pas été correctement réalisée, il est nécessaire d'avoir un feedback. Et plus ce feedback va être détaillé, va permettre au cerveau de comprendre le bon chemin qu'il doit réaliser pour réussir l'action, plus le cervelet va réécrire d'une façon correcte le modèle interne et va pouvoir le réutiliser pour la fois d'après. Voilà, donc ça c'est valable, cette capacité, enfin ce fonctionnement de notre cerveau, il fonctionne toujours en prédiction. Il se base sur des choses qu'il connaît ou des situations similaires pour proposer quelque chose. Et qu'on ne sait pas correctement exécuter, vous allez avoir un retour d'information, un retour sous forme de message d'erreur.
Donc, il ne faut pas sanctionner un système qui prédit, qui essaye, comme l'élève qui essaye. Il essaye, donc lui mettre une note, ça ne sert absolument à rien, si ce n'est créer, un, créer du stress, créer de l'injustice chez lui. En fait, c'est quelque chose qui va être plus inhibant pour la prochaine fois où il voudra réessayer. Par contre, si vous faites un feedback détaillé. Notamment, ce que j'aime bien proposer, c'est faire une correction détaillée, tout le chemin nécessaire pour que l'élève parvienne à comprendre, comme si vous essayez de faire ancrer dans son cerveau le bon chemin à prendre. Et lorsque l'élève a réalisé son devoir et qu'il a fait des erreurs, il prend ce que vous lui donnez, la correction détaillée, et il va regarder dans sa copie là où il a fait des erreurs, soit lui-même, soit avec un camarade, par exemple. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir les meilleurs effets sur l'apprentissage, parce que le cerveau va réécrire le modèle interne d'une façon correcte. Donc, ce qui nous amène à dire que l'apprentissage, en fait, ce serait le décalage entre ce que notre cerveau a prédit, ce qu'il croit savoir, et le signal d'erreur généré par ce qui a été produit et qui n'est pas parfait. Et il n'y a plus d'apprentissage lorsqu'il n'y a plus de décalage entre ce que notre cerveau croit savoir et ce qu'il sait réellement. C'est pour ça que l'erreur est essentielle. C'est tout système qui est en train d'apprendre, que ce soit un savoir, un savoir-être, un savoir-faire, il va prédire, il va se baser sur des choses, c'est naturel. Et une fois que cette chose-là a été réalisée, il y aura automatiquement un message qui va être renvoyé au cerveau. Et c'est là où vous pouvez intervenir et changer complètement la donne. Donc faire des erreurs ou avoir de l'incertitude lors de ces apprentissages, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est même indispensable pour apprendre. Il faut que l'organisme soit actif pour générer des prédictions et qu'il soit également capable de détecter l'erreur afin de la corriger et de s'améliorer. Donc la détecter soit par lui-même, soit par l'apport de l'extérieur, donc l'enseignant, un camarade, etc. Et l'erreur ne devrait pas être sanctionnée ni punie, parce que les punitions ne font qu'augmenter la peur, le stress, la peur de penser par soi-même. Et elles activent au niveau cérébral l'amygdale cérébrale, encore une fois, qui est capable de déconnecter le cortex, là où sont stockées toutes les informations, toutes vos connaissances. Donc du coup, quand vous mettez une note, quand vous mettez une sanction à un élève qui a essayé, même si ce n'est pas parfait, à ce moment-là, vous stressez, enfin, son amygdale cérébrale va stresser l'organisme et vous n'obtiendrez de toute façon rien de cet élève-là. Alors que si vous lui expliquez par un feedback positif détaillé, à ce moment-là, vous intervenez réellement sur son apprentissage. Et vous activez quelque chose de primordial qui est la motivation positive et la valorisation qui vont être liées à la conscience de progresser. L'élève, quand il aura intégré le feedback que vous lui avez donné, à ce moment-là, il sera motivé et se sentira valorisé. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais prendre les questions. Est-ce que ça vous convient? En tout cas, merci beaucoup Nadira. C'était vraiment plus qu'intéressant. C'était riche et moi j'ai noté pas mal de choses. Je peux déjà te dire deux questions que j'ai notées qui sont peut-être plus sur le chat. Peut-être pour commencer déjà. Il y avait une question de Marie pour savoir par rapport à la zone proximale. Est-ce que la connaissance de la zone proximale, elle vient de l'enseignant? Est-ce que c'est l'élève qui doit la construire ou est-ce que c'est une interaction entre l'enseignant et l'élève? Si j'ai Les bien compris trois, la non. question. Les trois. En fait, ça peut provenir de l'enseignant. Il est essentiel et il y a quelque chose de primordial, je pourrais faire une petite intervention dessus, qui est l'empathie.
et notamment l'empathie cognitive. La capacité de l'enseignant à se mettre dans la peau de l'élève pour savoir, quand il construit sa séquence pédagogique, comment l'élève va se situer par rapport à cet apprentissage-là, comment il va l'accueillir. Voilà, donc la zone proximale de développement peut provenir, enfin la connaissance peut provenir de l'enseignant. On a des outils pour la mesurer, notamment la taxonomie de Bloom va vous permettre de savoir. Je pourrais faire une intervention spécifiquement sur cet outil après, savoir où est-ce que l'élève se situe dans son apprentissage. Est-ce qu'il est au tout début, il maîtrise juste quelques connaissances, ou est-ce qu'il est dans la capacité d'enseigner et d'analyser ce qu'il a appris. Là, vous avez atteint le niveau summum dans l'apprentissage et vous pouvez passer à autre chose. Ensuite, cette connaissance de zone proximale, savoir où je suis dans mon apprentissage, ça peut provenir de l'élève. Et à ce moment-là, chez l'élève, en fait, ça dépend de sa métacognition, c'est-à-dire la capacité de l'élève à s'auto-analyser, à s'introspecter, à savoir comment je fonctionne, comment je mémorise. Vous avez différents outils également pour savoir et aider l'élève à augmenter sa métacognition. Ça pourrait être aussi l'objet d'une autre intervention, d'un autre apport. Voilà. Ok, super. J'ai vu une autre question, c'est Jean-Philippe, c'était comment répéter les tests qu'on propose. Je crois que c'était ça la question. Comment Est-ce qu'il faut répéter les tests qu'on propose? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez, je le dis et je l'assume, vous pouvez reproposer exactement les mêmes exercices aux élèves jusqu'à ce qu'ils aient réussi. Il n'y a aucune honte, aucune difficulté. Après, si vous voulez ne pas ennuyer l'élève, parce qu'il peut tomber c'est pas intéressant, je répète toujours la même chose, vous pouvez juste changer les éléments contextuels et garder la trame, garder le squelette de l'exercice. Mais en tous les cas, vous pouvez réévaluer la personne sur le même contenu autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décalage entre ce que croit l'élève savoir et ce qu'il sait réellement. Ok. Il y a deux commentaires de Mada et de Mélanie. Mada, si je vois bien, c'est par rapport aux soft skills, si Oui, je comprends bien. Et Mélanie, c'est sur la pyramide de Bloom, si j'ai bien compris un petit peu. Les questions sont sur le chat. Si jamais tu veux intervenir sur oui. ça. Qu'est-ce que me dit Mada concernant les soft skills? Je ne vois pas sa question. Vous pouvez me la J'ai dire? dû faire une. Voilà. Il est et à savoir si tu avais parlé des soft skills, parce que c'est au centre de la réforme de l'enseignement professionnel, et je demandais juste si tu pouvais en parler un petit peu sans abuser, sur les Il y a soft beaucoup de choses skills. à dire dessus. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, Mada, exactement concernant les soft skills? En fait, les soft skills, est-ce qu'il y a une liste, une échelle? Il y a différents référentiels, notamment le référentiel de l'Union européenne. Tu vois que tu peux regarder référentiel soft skills Union européenne. Tu regardes. Voilà. Après, on peut intervenir sur des Et choses Mélanie, très ciblées. Oui. ouais, je pense que Concernant, là, ton intervention a été déjà super. Et oui, c'était Mélanie, donc sur le sommet de la pyramide de Bloom égale créativité et maîtriser suffisamment pour créer et transmettre. la créativité est un processus qui peut rentrer avant la maîtrise. Mais en tous les cas, pour transmettre, il faut maîtriser, effectivement, suffisamment. Et maîtriser, comme on le sait, c'est que la personne est capable de s'auto-analyser, de s'auto-évaluer et savoir où est-ce qu'elle a fait des erreurs. C'est à ce moment-là que vous pouvez savoir si la personne est capable de transmettre ou pas. Et pour la créativité, ça peut rentrer bien avant. Les soft skills, Nadira, c'est dès le plus jeune âge. Dernière question.
Les soft skills, oui, évidemment, c'est dès le plus jeune âge. Et surtout, en fait, on se rend compte que c'est les compétences socles. C'est les compétences qui vont vous permettre, enfin, qui vont être utilisées dans différents domaines. Elles sont transversales. Elles ne touchent pas qu'un domaine en particulier. Et elles font référence aux compétences sociales, émotionnelles et civiques. L'école, notre école notamment française, hein, qui a beaucoup de retard par rapport à d'autres systèmes scolaires, a longtemps été intéressée uniquement par les compétences cognitives. On essaye d'enseigner aux élèves hein, des choses très abstraites, hein, sachant que la capacité d'abstraction commence à se développer chez les enfants à partir de 12 ans. Donc, quand vous enseignez des théorèmes à des enfants de 8 ans, c'est, ça va à contresens. Alors que ce qu'il est important de faire, c'est d'apprendre l'empathie, notamment l'empathie émotionnelle, celle qui va vous permettre de faire travailler les élèves en groupe, celle qui va vous permettre à ce que le groupe prenne soin des uns et des autres, à ce que l'élève se motive, s'engage, trouve de l'intérêt dans ses apprentissages, etc. Ça, c'est des compétences pour lesquelles l'école de Durkheim, n'a pas donné une grande place. Les émotions n'étaient pas, enfin, c'était quelque chose de tabou, voilà, dans l'enseignement. Maintenant, on commence à les prendre en charge et notamment à changer de vision dans la mesure où on pense que les soft skills, notamment les compétences sociales, émotionnelles, c'est ce que je mets en fait derrière les soft skills. Ces compétences-là sont essentielles. Il faut qu'un élève soit bien dans sa tête, dans ses baskets, pour qu'il soit réceptif à toutes les choses cognitives que vous voulez lui mettre dans la tête. Voilà, donc il faut commencer par ces compétences-là d'abord. Kidnapping, Seb. Ok, super. Super. Ça, on l'expliquera. C'est Mada, elle nous fera une explication des prérequis sur le kidnapping. Même si je signale juste entre parenthèses que tu aurais pu, mais je te rappelle que j'étais vers chez toi et que tu n'es pas venu me kidnapper puisque je suis rentré chez moi. Voilà, comme la parenthèse pour rigoler. Jean-Philippe, il demandait qu'en est-il de la formation pour adultes? Pour les soft skills, Je c'est ça? pense, hein, enfin, je sais pas si je pense que c'est de manière générale. Je pense que c'était par rapport de manière générale sur la métacognition, non, c'est ça? Si je comprends bien ta question, Jean-Philippe. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, préciser, Jean-Philippe, ta question? Je pense que c'était pas sur les soft skills, c'était plus la question par rapport à avant sur ce que tu avais dit et je pense que c'était plus sur les mécanismes pour la formation pour adultes. Si je pense avoir compris ta question ou peut-être que je n'ai pas forcément. En tout cas, vraiment, Jean-Philippe, c'est en tout cas Nadira, c'est vraiment un grand merci pour ton oui, intervention. c'est Oui, sûr. voilà, c'est sur le sujet précédent, donc ça devait être sur ça. Droit à l'erreur, c'est ça? Oui, je pense que c'est sur ça, oui. Oui, d'accord. Donc, est-ce que... oui, oui, oui. J'ai... Tu veux intervenir? Oui, tu veux? Donc Oui. c'était sur J'ai un... pardon. Oui, pour la taxonomie de Bloom, oui, elle peut être utilisée et elle est utilisée en entreprise. Concernant le droit à l'erreur, euh, c'est avec toute la discipline positive, etc., on commence à comprendre qu'effectivement un collaborateur voilà, est un être humain. C'est pas juste une compétence sur pattes et qu'il faut prendre en compte ses émotions et notamment les émotions. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse une intervention spécifiquement sur ça est quelque chose Oui, d'extrêmement important. Si vous stressez un organisme vivant, un cerveau, il ne pourra pas apprendre. Donc, accorder le droit à l'erreur, autoriser quelqu'un, même verbalement, hein, il faut le verbaliser, à faire des erreurs, vous allez obtenir en face quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui est créatif.
Ouais. Comment motiver Euh, les collègues à changer de posture doucement? Oh là là, la motivation, la motivation. Je pourrais faire une intervention sur motivation. Comment motiver et garder une En motivation tout cas, sur le long terme. Mm. je pense que ton intervention, en tout cas, elle a été très intéressante. Je pense elle va ouvrir plein de pistes, même pour nous, pour le groupe, pour réfléchir, pour développer les choses. Du coup, c'est vraiment un grand, grand merci à toi. Et je pense qu'on peut tous, enfin, en tout cas, on peut tous N'hésitez pas. remercier Nadira qui a pris du temps sur nous, tout ça. Euh, voilà, après, ben, je trouve que c'était vraiment très intéressant. Juste si, à moins que vous avez encore quelques questions, sinon de toute façon, vous pourrez toujours poser des questions sur le Slack, tout ça.